Alors, bonjour à tous et à tous. Alors, écoutez, moi, je vous propose de changer de braquet et je vais non seulement déplacer le regard, je vais vous montrer le regard du sociologue, j'espère, et de vous emmener en fait sur la face obscure du risque, c'est-à-dire sur l'ignorance. Alors, vous allez me dire en fait, qu'est-ce qu'un sociologue a à dire sur l'ignorance? Eh bien, en fait, ce courant de recherche qui nous vient des États-Unis a montré qu'en fait, l'ignorance ne correspondait pas systématiquement à la vision scientifique qu'on peut en avoir, c'est-à-dire la simple absence de savoir, qu'une accumulation de connaissances permettrait de combler, c'est-à-dire on ne sait pas s'il y a de la vie sur Mars, mais on le saura dans les prochaines décennies. Les sciences sociales montrent en fait que l'ignorance peut aussi obéir à des choses plus politiques, organisationnelles, des effets de sélection qui sont encore une fois institutionnels ou culturels. C'est par exemple l'exemple du tabou. Le tabou dans une société nous permet d'ignorer un certain nombre de problèmes comme les violences sexuelles, etc. Bien, mais revenons à nos moutons sur les pesticides. Alors, je crois que vous êtes ici très averti de la question, donc ça ne vous a pas échappé qu'en fait les dangers des pesticides étaient toujours remis en cause ou toujours sujets à question, en fait, à controverse scientifique. On l'a vu dans le cas des abeilles à la fin des années 90, lorsque les apiculteurs en fait observaient en fait des chutes très importantes en fait de leur ruche et de la mobilité des abeilles, bien. Et on l'a vu très récemment avec le cas du glyphosate. Au moment de la réhomologation du glyphosate, lorsque l'EFSA, l'agence de sûreté européenne qui s'occupe en fait de l'évaluation des risques, on va y revenir tout à l'heure, a déclaré que, comme les 10 dernières années précédentes, le glyphosate était improbablement cancérigène pour l'homme. Et le cirque, juste au même moment, a déclaré en fait dans sa monographie 115 que le glyphosate était au contraire un cancérigène probable, cette catégorie 2A. Bien. Alors jusque-là, on pensait finalement que s'il y avait un doute systématique sur les dangers des pesticides, c'était lié à ce qu'on appelle les controverses scientifiques, qu'on peut résumer de la manière suivante, c'est-à-dire en fait soit disciplines, soit des études qui vont s'opposer entre elles. Ce qu'on peut parfaitement appliquer dans le cas du glyphosate, si vous voulez, on y reviendra dans la conclusion. C'est-à-dire que l'EFSA va pas exactement regarder les mêmes choses, ni même sur les mêmes bases que le cirque. Bien. Mais depuis quelques années, une autre thèse est arrivée à la fois en fait dans la recherche en sciences sociales, mais aussi dans le public, qui est la thèse qu'on peut appeler les marchands de doute, qui nous vient de ce monsieur-là, mon collègue Robert Proctor, historien à Stanford, et qui a montré en fait comment les industriels du tabac ont œuvré dans l'ombre pour finalement entretenir le doute grâce à la science sur des dangers dont ils étaient parfaitement au courant, c'est-à-dire que le tabac provoquait une forme de la cancérogénéité du poumon, et donc ils ont maintenu le doute sur les dangers du tabac pendant 10 ans, et selon Proctor, ça aurait provoqué la bagatelle de 8 millions de morts, aux États-Unis uniquement. Bien. Alors, la correspondance qui est faite aujourd'hui sur les pesticides, elle semble évidente pour tout le monde. C'est-à-dire, en fait, il n'y aurait pas trop loin à chercher pour penser, comme vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, que les industriels manœuvrent dans l'ombre pour entretenir savamment le doute autour des industriels. Et figurez-vous que ça tombe bien, puisque c'est ce qu'on a observé ici, là, dans les Monsanto Papers. Les Monsanto Papers qui en fait, ont été un vrai scandale, non seulement en France, mais outre-Manche, où en fait, la justice américaine, je vais passer sur les détails, mais a saisi les documents internes de la firme Monsanto qui produit le glyphosate, vous devez le savoir, et qui l'a mis dans un consortium de princes international. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Eh ben, on a découvert là aussi que les industriels utilisaient des manœuvres très subtiles pour entretenir le doute et même mieux pour essayer de montrer que le glyphosate n'est pas cancérigène. Alors, je vous passe les détails ici, parce que ça ne va pas faire l'objet de mon exposé, mais bon, il y a des techniques qui sont bien connues, comme la technique qui est en vogue dans le médicament, ce qu'on appelle le ghostwriting. C'est-à-dire qu'il s'agissait pour Monsanto de contracter une société de consultants et ensuite de publier une série d'articles scientifiques dans la revue Critical Review of Toxicology. Et on a découvert, finalement, c'est les consultants et les scientifiques qui étaient engagés, et ils le déclaraient qu'ils étaient contractés par Monsanto, mais ils avaient moins déclaré qu'en fait, c'était Monsanto qui relisait aussi leurs articles scientifiques. Donc, leur DOI ne respectait pas les choses. Bien. Je passe très vite là-dessus, puisque aujourd'hui, finalement, c'est la thèse dominante, à la fois en sciences sociales, mais surtout en fait dans l'opinion publique. Moi, les recherches que je mène depuis une petite dizaine d'années sur le sujet, tout seul ou à plusieurs, proposent en fait de décaler le regard vers une thèse qui est selon moi beaucoup plus inquiétante. C'est-à-dire, je vais essayer de vous montrer dans les 10 minutes qui sont imparties que si le doute est aussi bien entretenu sur les dangers des pesticides, c'est non pas tant du fait des industriels qui agissent bel et bien, il ne faut pas être naïf, on y reviendra si vous voulez, mais surtout ce doute est lié au fait sur la manière dont on a construit et réglementé et organisé la gestion du risque en Europe et en France depuis plus de 75 ans. Bien. Alors, euh, comment je vais faire? Je vais essayer de vous montrer en fait
que depuis 10 ans, j'ai observé un grand nombre d'alertes sur différents secteurs. Là, je vais vous parler d'un seul secteur, le secteur de la santé au travail. Et j'ai observé toujours la même chose avec mes collègues, c'est-à-dire dès qu'une alerte ou une connaissance scientifique venait contredire les scénarios, les postulats et les conclusions de l'évaluation du risque, je vais vous dire ce que j'entends par ça, bah finalement, ils étaient systématiquement rejetés, selon un processus qui est très subtil. Vous allez voir, où il s'agit en fait de prendre une partie des connaissances qui sont les plus compatibles avec l'évaluation du risque telle qu'on l'a fait et d'écarter très subtilement les autres. Ces savoirs, je les ai appelés des savoirs inconfortables. Pourquoi inconfortables? Parce que ces savoirs remettent directement en cause la manière dont on évalue les risques aujourd'hui dans l'homologation. Là encore, une fois, je vais vous décrire comment ça se passe en pratique. Bien. Et donc, je vais essayer de vous montrer en fait que cette forme d'ignorance, elle est produite de manière très involontaire, puisque les normes, la division du travail, les réglementations fournissent aux acteurs toutes les bonnes raisons d'écarter ces savoirs inconfortables. De manière, vous allez le voir encore une fois, j'insiste là-dessus, de manière très subtile, en essayant de dire, ben, on a finalement bien pris en compte une partie de ces alertes, mais on va en écarter l'autre. Alors, vous allez voir ici, on va passer dans la santé au travail. Je suis désolé pour les aficionados de l'eau, mais ça semble aussi important, puisque les agriculteurs sont les premiers exposés aux pesticides. Et depuis un grand nombre d'années, là aussi, je vais passer vite, mais il y a une recrudescence d'alerte pour montrer qu'en fait, les agriculteurs seraient dangereusement aussi exposés aux pesticides. Et lorsqu'on interroge les législateurs, ils vont dire, bah, après tout, alors, il est très difficile, on y reviendra là aussi, d'établir ce qu'on appelle le cursus laboris en fait, entre une cause et un effet de pesticides. Là aussi, je vais évacuer, on y reviendra si vous voulez. Mais les législateurs vont nous dire, comme quand j'ai commencé mon enquête, qu'il existe aujourd'hui pléthore de règles, de calculs qui permettent de dire que les agriculteurs sont plutôt bien protégés face aux pesticides. Bien, alors je vais vous raconter une histoire ici, un cas, nous ce qu'on appelle un cas, on raisonne en cas et puis on essaie d'en tirer des généralités et puis voir ensuite si les propriétés qu'on a observées se déclinent dans les autres cas, qui est le cas de ce qu'on appelé l'alerte pays, qui une vieille alerte qui débute au début des années 2001. Et avant de vous la raconter, je vais vous montrer en fait finalement qu'est-ce qu'un savoir inconfortable, comment il est. Et puis ensuite, je vais vous montrer, dans une deuxième partie, le processus de domestication, c'est-à-dire comment le système s'arrange, vous verrez ce que j'entends là-dessus, pour pouvoir écarter les dimensions les plus inconfortables. Bien, alors, de quoi s'agit-il Au début des années 2000, des collègues de l'Université de Bordeaux, qui sont des épidémiologistes et des ergonomes, s'intéressent en fait aux formes, à l'exposition professionnelle des agriculteurs aux pesticides, et ils regardent ça dans plusieurs cultures dans la ville. Et qu'est-ce qu'ils vont observer? Quelque chose de très surprenant, que les agriculteurs les mieux protégés, ceux qui respectent les consignes à la lettre, de ce qu'on appelle les bonnes pratiques agricoles, mais surtout ceux qui portent bien leurs équipements de protection individuelle, présentent des taux de contamination les plus élevés. Donc, c'est ce qu'on appelle en science une énigme, ça semble très surprenant. Ils lancent une alerte auprès des administrations et l'enquête administrative qui va suivre va découvrir quelque chose de très surprenant et très dérangeant, c'est que les équipements de protection individuelle qui sont recommandés en agriculture au moment de leur homologation ne permettent pas de protéger les agriculteurs. Autrement dit, elles sont parfaitement étanches aux pesticides. D'accord? C'est-à-dire qu'on va faire des tests de perméation, ce qu'on appelle, sur un certain nombre d'équipements. Là aussi, je vous passe les détails, puisqu'il y en a plusieurs. Mais les équipements qui sont censés porter les agriculteurs, en fait, laissent passer les pesticides. Alors, comment? Ils ne sont pas étanches. Qu'est-ce que j'ai dit l'inverse? Des fois, je veux encore croire et tout. Donc, ils ne sont absolument pas étanches aux pesticides. Et tout ça est prouvé à la fois pour cette étude. D'ailleurs, la piste a été mise par un industriel, aussi Passon, et ensuite est objectivée par l'agence de l'époque, l'AFSET, qui va montrer, en fait, finalement, avec des tests de laboratoire, qu'effectivement, ces pesticides ne sont pas, ils sont parfaitement non étanches aux pesticides. Bien. Donc, que se passe-t-il? Alors, pourquoi c'est inconfortable? Pour plusieurs raisons. La première raison ici, c'est que lorsque on met un pesticide sur le marché, on va recommander à l'agriculteur un certain nombre de ce qu'on appelle de bonnes pratiques agricoles, c'est-à-dire comment utiliser le pesticide et surtout comment porter les équipements de protection individuelle. Bien, l'alerte pays montre deux choses qu'on sait depuis le début des années 2000, hein, que les agriculteurs ne portent pas leurs équipements de protection individuelle, pour plein de raisons. Je reviendrai après, si vous voulez. Bien, et puis surtout, ils ne sont pas du tout efficaces. Alors là, ça pose un problème. Et ça pose un problème sur le calcul de l'évaluation du risque. Alors, pour comprendre pourquoi ça pose un problème, je suis obligé de faire un tout petit détour technique sur la manière dont on évalue les pesticides. Monsieur, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut revenir ici sur une procédure qui est clé dans notre histoire, qui est la procédure d'homologation des pesticides. Lorsqu'un industriel est désireux de mettre un pesticide sur le marché, il doit
se conformer à la réglementation européenne et déposer un dossier dans lequel il doit montrer à la fois l'efficacité du pesticide et son innocuité pour l'homme et l'environnement. Donc, l'évaluation est compartimentée en plusieurs secteurs, dont celui de la santé au travail, dans lequel un certain nombre de réglementations européennes qui sont formalisées dans les documents guides vont dire, la réglementation dit, un agriculteur doit s'exposer à une dose acceptable tous les jours d'un certain type de pesticide. C'est une norme qui s'appelle l'AOL, Acceptable Operational Exposure Level. Dans cette norme, je vais aller vite, on calcule deux choses, le danger intrinsèque, la DL50 en grande partie, c'est-à-dire la dose létale 50 à partir duquel, en fait, là aussi je vous le dirai, le danger intrinsèque, mais je n'en parlerai pas ici ou dans la discussion, et l'exposition au risque. C'est-à-dire qu'on considère qu'en fait, un pesticide n'est pas dangereux si l'agriculteur est très éloigné ou utilise en fait des techniques qui lui permettent en fait d'être très éloigné. Donc, pour calculer ça, soit l'industriel fournit des études d'exposition, soit les agences d'évaluation vont utiliser en fait des modèles d'exposition, des modèles de calcul dans lesquels on va simuler l'exposition, parce que quand on autorise un pesticide, on ne l'autorise pas uniquement sur une culture, mais sur beaucoup de cultures la plupart du temps. Bien, donc on va simuler cette exposition, donc le modèle de calcul va rentrer, va dire dans l'arboriculture, on utilise les pesticides de cette manière, avec plutôt dans ces conditions climatiques, etc. On va avoir un grand nombre de paramètres, et le modèle de calcul va vous sortir une dose à laquelle l'agriculteur est exposé chaque jour. Bien. Lorsque la dose est trop proche des valeurs limites qui sont fixées par la réglementation, l'industriel, mais l'évaluateur, a la possibilité de recommander ce qu'on appelle des mesures de gestion. Et dans la santé au travail, la mesure de gestion la plus importante, c'est les équipements de protection individuelle. Attention, c'est là où c'est important. En intégrant des mesures de gestion des équipements de protection individuelle dans le modèle d'exposition, vous allez faire chuter la dose de 70 à 90%. C'est-à-dire, du coup, l'agriculteur est quasiment plus exposé aux pesticides. Bien, on revient à mon histoire. Mais le problème est le suivant. Sur quelle base, sur quel type de normes se base le modèle? Puisque dans l'enquête administrative, je ne vous l'ai pas assez dit, mais on a découvert qu'en fait, la norme européenne qui était censée garantir l'efficacité des équipements de protection individuelle ne testait jamais les équipements de protection individuelle qui étaient utilisés en agriculture, mais uniquement dans l'industrie. Donc la question qu'on peut se poser, c'est ce modèle, il est calculé comment? Question. Et surtout, depuis quand autorise-t-on des pesticides sous recommandation d'un équipement de protection individuelle? Depuis quand ça dure? Puisqu'encore une fois, ils ne sont pas efficaces. Donc, c'est ce que vous voyez, trois dimensions particulièrement inconfortables parce qu'elles viennent porter le fer, en fait, sur la manière dont on évalue le risque. Bien. Alors, ce que je vais ici vous montrer, en fait, c'est qu'à ces moments-là, c'est assez facile à regarder d'ailleurs analytiquement, s'enclenche une forme de machinerie administrative qui va essayer de prendre en compte l'alerte en prenant en compte, encore une fois, uniquement les aspects confortables et en laissant de côté les aspects les plus inconfortables. Alors, je vais passer vite là-dessus. Il me reste combien de temps? 10 minutes. Ça va, je suis cool. Donc, ça veut dire que là, on va mettre en place plusieurs types de mécanismes qui permettent en fait de séparer les choses. La première chose, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé moi des changements limités. C'est-à-dire qu'on va essayer de tenir, on va prendre en compte ces leçons, mais de manière limitée, c'est-à-dire sans trop perturber les équilibres et les dispositifs existants. Alors, première chose, à la suite de l'alerte EPI, on a refondé la norme européenne, quand même. Enfin, on a quand même mis 15 ans à le faire, quasiment. Bien. Et jusque-là, on continue à autoriser des pesticides. Bien. Et maintenant, cette nouvelle norme est intégrée dans les documents. Bon. Deuxième changement qui a été mis en place, puisqu'on était à peu près au moment de la création d'Ecofito, c'est ce qu'on a appelé le dispositif Certifito. J'imagine que vous le connaissez, il y a des chambres d'agriculture et des gens des chambres de l'agriculture ici. Bien. Donc, le dispositif Certifito, vous le connaissez, il s'agit en fait de rappeler à l'agriculteur en fait, quelles sont les bonnes pratiques agricoles, comment il doit se protéger, et puis occasionnellement, s'il peut faire avec moins de phyto dans son exploitation, c'est encore mieux. Et ce dispositif est obligatoire depuis 2014 ou 2015. À chaque fois, je me trompe sur la date. Bien. Donc, en fait, les législateurs vont vous dire, bien, un des problèmes vient du fait que les agriculteurs n'étaient pas assez informés de la manière de se protéger. On va renforcer ça et donc on va installer ce dispositif Certifito partout sur le territoire de cette manière où est-ce que les agriculteurs soient désormais mieux informés et donc mieux protégés. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on en sait?
est-ce que ce dispositif-là permet réellement aux agriculteurs de mieux se protéger? Ben ça, on ne sait pas vraiment. C'est-à-dire, le ministère de l'Agriculture, les évaluations qui sont faites là-dessus, vont vous dire aujourd'hui, on a à peu près 75%, 70, 75% en fait des exploitations, puisqu'il est obligatoire, qui sont passées dans ce dispositif-là. Mais est-ce que les agriculteurs sont vraiment mieux protégés? Est-ce qu'ils ont vraiment une meilleure connaissance? On peut l'imaginer, mais on n'en sait rien. Si on voulait faire cette évaluation, il s'agirait en fait de regarder comment un agriculteur agissait avant Certifito et puis ensuite après. Est-ce que ça a vraiment changé les choses? Or, on n'en sait rien. Deuxième chose, l'ANSES, l'Agence nationale de l'évaluation, en fait, qui s'occupe en fait de l'alimentation et qui s'occupe en fait de l'évaluation de ces produits chimiques, a changé sa méthode d'évaluation. Et au lieu de considérer avant, comme ils le faisaient, quand ils regardaient la tâche globale, ils vont désormais, après le RTPI, séquencer les tâches, c'est-à-dire distinguer par exemple le mélange chargement, de l'application, du transport, etc., pour comprendre où il faut porter la recommandation de l'EPI. OK? Bien. Ça, pour eux, c'était une manière de répondre à la RTPI qui disait que finalement, cette évaluation était beaucoup trop éloignée en fait, des conditions réelles de travail. Donc l'ANSES, il répond comme ça, mais ce qu'on peut leur dire, c'est que finalement, cette méthode, elle reste suffisamment standardisée pour être toujours éloignée des conditions de travail. Et en plus de ça, on pourrait aussi leur reprocher ce qui s'est passé, c'est-à-dire que pour mieux en fait, protéger les agriculteurs, ils vont recommander les EPI à tous les stades de l'application des pesticides. Et ça, on y reviendra si vous voulez dans la discussion, mais ça va profondément handicaper les agriculteurs qui ont beaucoup de mal à respecter la réglementation. Bien. Donc, vous voyez, on change sans trop changer. Bien. Ce qui est très intéressant à voir, moi comme sociologue, c'est qu'en fait, ces changements, même s'ils sont limités, en fait, toutes les critiques qui sont sous-jacentes à ça, elles passent sous silence. En raison de quelque chose qui est très classique en politique, c'est la promesse d'amélioration. C'est-à-dire de dire, le dispositif Certifito va améliorer les choses. Avant, on était dans un système imparfait, mais désormais, on va améliorer les choses. Les gens de l'ANSES vont dire aussi, maintenant, avec un meilleur séquençage, les choses vont s'améliorer. Donc, cette promesse, qui reste une promesse, parce que finalement, on ne sait pas vraiment si ça a amélioré les choses, vient de fait effacer en fait un retour rétrospectif qui serait dérangeant. Comme je vous l'ai dit, une des questions inconfortables qu'on pouvait poser, c'est depuis quand on a autorisé des pesticides sous couvert d'équipements de protection individuels qui sont totalement inefficaces. Ben, si on regarde tous les quelques 200 entretiens que j'ai fait auprès des législateurs, c'est fascinant à regarder de dire il n'est pas besoin de s'interroger sur le passé, puisque désormais les choses vont mieux. Donc ça permet d'éviter ce retour rétrospectif. Bien. Deuxième mécanisme très intéressant, je vous l'ai dit, en fait, ce qui est en jeu dans l'alerte pays, et pas que dans l'alerte pays, ce sont la manière dont sont conçus les modèles d'exposition. Et pour moi, c'était assez fascinant à regarder, en fait, à travers cette alerte, de regarder comment la critique des modèles d'exposition, et sur quoi sont-ils paramétrés que diable, pour le dire comme ça? Est-ce qu'ils ils étaient paramétrés sur des normes, lesquelles, et dans quelle mesure, est-ce qu'ils ont changé, etc. Aucune question, quasiment. On voit que la question est soulevée dans certains cercles, au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau de l'ANSES. Après, on dit on va remonter le problème européen, on y reviendra, puisqu'un des problèmes, c'est la division du travail. Et finalement, en fait, ce problème est finalement passé sous silence. Si on regarde tous les avis de l'ANSES qui ont été faits à la suite de l'alerte pays, de dire les modèles d'exposition sont conçus sur des données robustes, sur des données d'exposition robustes, sans qu'on sache trop exactement sur quoi ils sont construits. On se dispense de le dire. Le vrai problème, c'est la prévention. La prévention, de passer notamment de la prévention individuelle à la prévention collective. Donc, ce qui est sûrement intéressant, mais vous voyez qu'en insistant sur la prévention, on se défausse de donner des éléments de réponse sur la manière dont on paramètre les modèles. Donc, en fait, il y a des critiques comme ça qui disparaissent dans le système. Bien. Autre chose, ce qui est très intéressant, c'est que ces changements limités, non seulement ils permettent de domestiquer la critique, mais en plus, ils vont renforcer l'ignorance. Un système qui est extrêmement puissant dans tout ce que j'ai observé sur la santé au travail, c'est la prévention, les bonnes pratiques agricoles. Si on réfléchit un peu, ce qui est d'ailleurs une bonne chose sur le papier, mais si on réfléchit, ces bonnes pratiques agricoles viennent faire porter la responsabilité de l'intoxication sur l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on va dire, si l'agriculteur ne respecte pas à la fois la réglementation, s'il se protège mal, in fine, ça reste de sa faute. Alors, on ne le dit pas comme ça, parce qu'il faut toujours améliorer la prévention. Mais mine de rien, c'est ce qui se passe. Et moi, ce qu'on a observé, c'est que cet puissant effet normatif là, a des répercussions
qui sont assez mal vues en fait, par les pouvoirs publics, notamment sur les déclarations qui remontent en maladie professionnelle et sur les déclarations d'intoxication via les réseaux de surveillance, notamment Ecophyto, sur lesquels les agriculteurs sont très rétifs à déclarer leurs symptômes liés aux pesticides, pour plusieurs raisons, mais du fait de cette raison-là. C'est-à-dire de dire, finalement, on nous fait passer pour les responsables de l'intoxication. Et du coup, comme je décris dans mon livre, les agriculteurs développent une culture du secret autour de ça, qui aussi participe à l'ignorance. Bien, eh ben, j'en ai presque terminé. Alors, le cas que je vous ai donné là, les propriétés que j'ai observées un peu plus générales peuvent s'observer en fait sur d'autres compartiments des pesticides. Notamment le cas des abeilles ou dans le cas du cas de la santé au travail, sur tout un autre cas de compartiment. La thèse que j'essaie de soutenir, c'est que, en fait, vous voyez qu'en fait, le dispositif d'homologation a des points aveugles, notamment les effets. Le dispositif de l'homologation des pesticides va se centrer beaucoup sur les effets à court terme et les effets aigus, qui sont immédiatement observables. Il va être bien moins efficace à observer les effets à très long terme des petites doses, par exemple, qui n'arrivent pas bien à saisir. Bien. Mais du fait de la manière dont on a conçu, du mécanisme que je vous ai présenté aujourd'hui, on ne voit pas bien ces points aveugles-là. On fait comme si ce dispositif d'homologation permettait de mesurer le large spectre des dangers liés aux pesticides, alors même que ce dispositif en a une vision plutôt limitée. Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que l'ignorance, ce n'est pas un complot. Ce sont pour les industriels qui sont derrière tous les fonctionnaires. D'une certaine manière, c'est pire que ça. L'ignorance est inscrite dans la manière dont on a conçu la gestion des risques jusque-là. Donc, l'ignorance, juste pour terminer, c'est encore plus que ça, selon moi, c'est un moyen de gouverner. C'est-à-dire que je me suis amusé dans mon livre à essayer de prendre des cas de figure où, en fait, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaie de savoir trop, notamment sur l'intoxication des agriculteurs aux pesticides? Eh bien, on vient gripper l'homologation. Et si vous grippez l'homologation, vous allez priver l'agriculture d'une partie de ses molécules. Et donc, le système a du mal à fonctionner. Puisque pour l'instant, l'agriculture dépend en grande partie des pesticides, malgré tout ce qu'on essaie de dire sur le zéro pesticide. OK? Bien, donc, l'ignorance, c'est cette machinerie qui n'est pas un complot, mais qui est, au fait, finalement, une volonté de rechercher une cohérence. Par exemple, un des exemples les plus flagrants, c'est la prévention des risques, la prévention au travail, qui est très intéressant, etc. Mais toutes les alertes qu'on voit sur la santé au travail montrent qu'il y a un écart phénoménal entre la manière dont on conçoit le risque et dont recommande en fait d'utiliser les pesticides et la pratique réelle. Mais si on considère que la prévention des risques ne sert à rien, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on ne sait pas. Donc l'ignorance, finalement, vous voyez, en fait, ce sont des gens qui essayent d'être cohérents par rapport à leur fonction. Et en faisant ça, ben, finalement, on continue toujours à laisser ces zones d'ombre perpétuer de cette manière. Voilà, j'en ai terminé.